bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. 150 ans, Marx et Engels ont annoncé l'arrivée du spectre communiste. Et aujourd'hui, camarades, on prend le flambeau pour annoncer haut et fort que face au gouffre capitaliste qui s'ouvre devant nous, les communistes, nous plantons notre drapeau dans le sol de ce pays. And look forward to working together to bring about a socialist federation of the Americas and a worldwide communist revolution. Nous sommes fiers de faire partie d'un même international que vous et nous avons hâte de bâtir une fédération socialiste des Amériques dans le cadre d'une fédération socialiste mondiale. And we will build a party, a strong party, capable of leading the working class to power. So comrades, let's go, let's build the Revolutionary Communist Party forward to the future revolution. The future belongs to us. Alors, bienvenue au podcast communiste révolutionnaire, le podcast officiel du Parti communiste révolutionnaire. C'est moi votre hôte, Vincent, et aujourd'hui, je suis très content de recevoir Fred Weston du secrétariat international de l'Internationale communiste révolutionnaire. Et le thème de l'épisode, c'est « Pourquoi fonder une nouvelle internationale communiste révolutionnaire maintenant ?» Et on va officiellement lancer cette nouvelle internationale à la conférence mondiale du 10 au 15 juin. Et ça va être en Italie et vous allez pouvoir y assister en ligne et en personne dans différentes villes, notamment à Montréal. Et dans cet épisode, on veut préparer les camarades à pouvoir participer à cet événement international qui est historique et qui s'en vient très bientôt. Alors, merci Fred de venir aujourd'hui. Merci que vous avez m'invité. Et pour une première question, je te demanderais, c'est quoi ça, une internationale? Parce que on a eu plusieurs internationales dans le passé. Marx et Engels ont fondé la première internationale. Il y a eu la deuxième internationale fondée par Engels, la troisième fondée par Lénine, l'internationale communiste. Puis il y a eu la quatrième internationale fondée par Trotsky. Et la plupart du temps, il y a eu une internationale, un parti mondial de la révolution, et on n'en a plus. Je pense qu'on en a besoin. Alors Fred, qu'est-ce qu'une internationale? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une internationale? Bien, Marx a travaillé pour construire la première internationale. Ce n'est pas le moment pour discuter dans des détails, mais Marx a travaillé pour faire une internationale, Engels l'a fait, Lénine a travaillé pour construire la troisième internationale. Après la dégénération de la seconde, si on veut lire, il y a des écrits sur les raisons de la dégénération de l'Union soviétique isolée dans un pays peu développé. Et on peut dire qu'après 1943, quand Staline a affirmé la dissolution de l'internationale, formellement, il y avait seulement la seconde internationale qui n'était pas une vraie internationale, parce que ce n'est pas seulement une association de partis nationaux de on a besoin. On a besoin d'une organisation active dans le mouvement avec des objectifs clairs, que c'est l'objectif de transformer la société, de mettre fin au système que nous vivons, le capitalisme, avec toutes les guerres, les crises, la situation mondiale actuelle, etc. C'est nécessaire de lutter à niveau international et la classe ouvrière a besoin de son organisation internationale. Sinon, nous allons faire des luttes, dans des meilleurs cas, des luttes nationaux de la classe dans chaque pays, mais sans connexion avec les ouvriers des autres pays. Et ça signifie faire une lutte
contre une classe impérialiste qui pense à niveau mondial. La bourgeoisie impérialiste a une idée de comment se dire, contrôler la situation, gérer les situations et lutter pour la conservation du système capitaliste. Et nous devons construire une organisation, au contraire, qui lutte pour mettre fin à ce système. Et ça, nécessairement, c'est international. La lutte de classe n'est pas nationale. Mhm. Ouais, le capitalisme, il est mondial et la révolution doit être mondiale. Le socialisme est mondial ou il ne sera pas. Et c'est pour ça qu'il faut un parti mondial de la révolution mondiale. Puis c'est vraiment ça, l'international communiste révolutionnaire. Mais c'est pas la... On existait avant qu'on fonde l'international communiste révolutionnaire. On a fondé le Comité pour une internationale marxiste dans les années 90. En 2006, on a fondé la Tendance marxiste internationale, qui a eu peut-être une vingtaine d'années d'existence. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi en 2024 fonder l'international communiste révolutionnaire? Regardez, quand il y a des changements dans la situation objective, les révolutionnaires doivent se rendre compte, comprendre les changements et agir de conséquence. Pourquoi avant c'était tendance et pas international ou des partis? Parce que nous avons vu une période où il y avait un phénomène de radicalisation à gauche. Je parle il y a 10 ans, plus ou moins. Hein? Le phénomène de Corbyn en Angleterre, en Grande-Bretagne, le phénomène de Syriza, le gouvernement de Syriza en Grèce, le phénomène de Bernie Sanders aux États-Unis, Podemos en Espagne, Mélenchon. Ici, Québec solidaire. Ouais. C'était une période de radicalisation à gauche qui a trouvé une expression dans ces partis et ces courants. Comment nous définissons ce phénomène? C'était un phénomène de réformisme, possiblement dans quelques pays de réformisme de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une tendance dans le mouvement ouvrier qui pense que c'est possible de défendre les intérêts de la classe ouvrière, par exemple une santé publique efficiente, une bonne école, des salaires bons, des travails en conditions décentes, etc. Mais dans le cadre du capitalisme, sans changer fondamentalement le système. Ils pensent que c'est possible de défendre les intérêts de la classe ouvrière dans le marché, sans changer fondamentalement le marché. Et ça explique le pourquoi tous ces courants ont passé. Ils sont entrés en crise, dans quelques exemples pratiquement disparus. Bernie Sanders, après avoir parlé de la révolution politique contre les millionnaires, non, les billionnaires, il est retourné à être un bon, comment se dit, homme de Biden, un peu plus à gauche, non, qui le couvre à gauche, mais c'est fondamentalement une politique du Parti démocratique. En Grèce, Syriza et Tsipras, ils ont formé le gouvernement et ils ont accepté toutes les pressions de la bourgeoisie européenne d'imposer l'austérité à la classe ouvrière de la Grèce. Et la conséquence, c'est qu'ils ont perdu le pouvoir. Ils étaient à 36%. Maintenant, ils sont en moins de la moitié de ce vote. Ils ont perdu l'autorité qu'ils avaient. Podemos, de rien à un grand parti, est retourné pratiquement à rien. Et l'exemple plus clair, c'est le phénomène de Corbyn qui a donné une expression à la recherche de beaucoup de travailleurs et de gens pour une politique vraiment alternative. Et il a présenté des mots d'ordre de la santé, non, efficient, public, renationaliser les chemins de fer, beaucoup de revendications que nous,
nous avons défendu un communiste, un socialiste, un marxiste, et d'accord, nationaliser les chemins de fer, etc., etc. Mais l'expérience de ces individus, ces dirigeants, c'était qu'ils ont promis beaucoup de choses, mais au moment d'appliquer la politique, ils ont, comment se dit, ils ont démontré l'inapplicabilité de cette politique à la réalité capitaliste. Corbyn, par exemple, il avait le parti dans les mains, s'il voulait. Mais la bourgeoisie britannique a accusé Corbyn d'antisémitisme, etc., nous pouvons accepter l'idée qu'aujourd'hui, si tu es de gauche, si tu es révolutionnaire, si tu fais une politique vraiment combative, à un certain point, ils te vont accuser d'antisémitisme. Non? Le plus antiraciste des députés au Parlement britannique, c'était Corbyn. C'est absurde. Mais il n'a pas organisé la bataille contre la droite. Il a cherché d'éviter une rupture du parti, etc. Et à final, il a redonné le parti dans les mains de la droite. De conséquence, la droite a repris le parti, elle a commencé une attaque brutale contre la gauche. On peut dire que des centaines de milliers de militants ont abandonné le parti. Le parti est changé radicalement d'un parti que s'était rempli de socialistes d'un certain type, non? qui voulaient appuyer, aider Corbyn, dans un parti vide, avec une grande base qui a abandonné le parti. Et en même temps, il y a autre processus. Les événements historiques, ils provoquent des effets. Par exemple, dans la jeunesse, aujourd'hui, il y a clairement une conscience clairement, c'est une partie de la jeunesse, mais c'est une partie importante, qui ont commencé à se rendre compte que cette politique réformiste ne peut pas changer la société, ne peut pas changer le monde. Et cette jeunesse cherche quelque chose de plus concret, révolutionnaire. Non? Et nous nous sommes rendus compte dans les activités que nous faisons, les ventes, les interventions aux manifs, etc., qu'il y avait une couche de jeunes qui cherchaient quelque chose de plus combatif, plus clairement révolutionnaire. Et c'est curieux, le phénomène de Lénine, qui est retourné à être une figure historique qui une couche de la jeunesse cherche. L'avantage de l'Internet, c'est que les textes de Lénine sont là. On peut lire État Révolution, par exemple. J'ai rencontré des jeunes que tu vas parler avec eux, ils te disent « Ah oui, j'ai lu le livre de Lénine, L'État et la Révolution. Magnifique livre qui explique l'État aujourd'hui. » Et des autres textes de Lénine, et ils ont trouvé dans la politique révolutionnaire de Lénine la réponse à beaucoup des questions qu'ils se posaient. Et nous avons compris que c'est un phénomène objectif dans la réalité du mouvement. C'est minoritaire, clairement, mais c'est ce n'est seulement un ou deux. Il y a beaucoup de gens qui cherchent une organisation communiste révolutionnaire. Nous avons discuté cette question et nous avons dit le devoir des marxistes révolutionnaires, c'est chercher les éléments les plus avancés et les organiser comme force politique pour intervenir dans le mouvement ouvrier. Les organisations existantes, comme Québec solidaire, comme le Parti travailliste en Angleterre, comme Syriza en Grèce, etc., ne sont pas le lieu où les jeunes communistes révolutionnaires vont s'organiser. Ils refusent d'adhérer à ces organisations. Et nous avons qu'il y avait beaucoup d'individus isolés qui s'y considèrent communistes révolutionnaires et ils cherchent quelque chose.
c'est notre devoir nous rendre le plus visible possible à ces couches de jeunes. Et ça signifie lancer ouvertement que nous sommes des communistes révolutionnaires. Nous ne sommes pas changés. Ce n'est pas un changement de notre organisation. Nous sommes les mêmes marxistes révolutionnaires d'avant. C'est la réalité devant nous qui est changée, pas seulement changée, et c'est nécessaire de nous connecter avec cette couche plus avancée et les organiser dans un parti qui peut parler à la classe ouvrière demain avec plus force, avec une voix plus haut, non? Plus, qu'ils peuvent sentir, qu'ils peuvent écouter dans la société. Ouais, puis avant qu'on était la tendance marxiste internationale, ben, on était justement une tendance à l'intérieur du mouvement ouvrier en général, à l'intérieur de partis sociaux-démocrates. On a parlé de Québec solidaire, notamment, de le groupe autour de Jeremy Corbyn dans le Labour Party. Puis je pense qu'à l'époque, c'était correct d'intervenir comme tendance dans ces mouvements-là parce que ça attirait les jeunes radicalisés. Il fallait connecter avec ces jeunes-là. Mais par contre, quand on était des tendances dans ces organisations-là, on a tout le temps mis de l'avant nos critiques du réformisme. Puis on expliquait comment les politiques des dirigeants réformistes de ces organisations-là ne vont pas fonctionner pour implanter de tels programmes de réformes qu'on a besoin. Il faut dépasser le capitalisme. Mais maintenant que ces organisations-là attirent plus du tout les jeunes radicalisés, ben, je pense que c'est le moment là, pour nous de fonder cette nouvelle internationale. Oui. Tu parles de tendance, non? Dans le mouvement ouvrier. Nous continuons à être une organisation dans le mouvement ouvrier, mais c'est la manière de se présenter et le type d'organisation que nous présentons. Le programme, c'est le même. C'est la nationalisation des grandes entreprises, le contrôle démocratique de la classe ouvrière, et c'est la planification de la production et l'élimination des lois du capitalisme. C'était avant et après la fondation du Parti communiste révolutionnaire et l'Internationale communiste révolutionnaire. C'était le même programme, c'est le même objectif, mais les conditions dans lesquelles nous travaillons qui sont changées. Avant, nous avons fait des critiques au courant type corbynisme, Syriza en Grèce, etc., pour nous connecter avec les travailleurs et les jeunes qui regardaient ces organisations, qui étaient là. Beaucoup ils étaient là. Mais en même temps, c'est vrai dire que la tendance marxiste internationale avait une orientation à ces organisations. Mais dans la pratique, nous faisons un travail ouvert. Nous avons fait un travail dans la jeunesse, dans les universités, etc., ouvertement avec le marxisme, mais avec une orientation à les organisations existantes de la classe ouvrière. Mais ce n'est pas suffisant pour nous aujourd'hui. Nous pensons travailler de cette manière. C'est nécessaire fonder une organisation clairement. Une organisation qu'on peut s'affilier. C'est un parti qui est un jeune qui cherche une solution révolutionnaire. Il peut adhérer à l'organisation ouvertement. C'est nécessaire nous présenter de cette manière. Au Québec, au Canada, on a lancé depuis un peu moins d'1 an la campagne Es-tu communiste? Si oui, rejoins-nous. Et c'est une campagne qu'on a faite à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de pays qui ont lancé cette campagne-là, qui ont mis des affiches, des collants un peu partout. Et je pense que ça l'a déjà amené une croissance importante de plusieurs sections nationales Oui. de notre international. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des succès qu'il y a eu ou nous donner quelques chiffres sur la croissance de l'international? Regardez, nous avons commencé avec la campagne Es-tu communiste? Organise-toi. Non? Are you a communist? Campaign en anglais. Et nous avons mis à la preuve les idées dans la pratique.
avec cette campagne. Et c'était une campagne qui a donné des grands résultats à l'organisation. En Grande-Bretagne, nous avons gagné beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes travailleurs. Il y a quelques camarades qui disaient, mais ce n'est pas un phénomène seulement des étudiants. Et j'ai expliqué, non, c'est au contraire. Il y a tout type de jeunes qui ont cherché cette identité communiste. Nous avons gagné des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants, etc. Et nous avons découvert qu'il y avait une réalité là-dedans, non? Qui s'est transformée dans une croissance importante de plusieurs sections. La britannique, nous pouvons dire que d'un congrès à l'autre, plus de 40% de croissance de l'organisation. Combien de membres on a dans la section britannique? Elle voyage vers les 1200, plus ou moins. Non? C'était le résultat de cette campagne. Mais pas seulement en Grande-Bretagne. Dans les États-Unis, c'est comment dire, le paradoxe de l'histoire, que le pays le plus impérialiste, on peut dire le plus capitaliste, le plus de marché, l'idée qu'on si on travaille dur, on peut avoir de succès, etc., etc., etc. C'est le pays où cette campagne a eu un succès incroyable. Ils ont plus que doublé dans un an dans les États-Unis. Il en compte beaucoup de gens qui disent « Oui, je suis communiste, je cherche une organisation communiste révolutionnaire. » Non? J'ai écouté des jeunes Américains qui disent « Oui, comme je disais, l'exemple d'État et Révolution. » Non? J'ai cherché les réponses à mes questions dans les textes de Lénine. Et ces jeunes, ils ont besoin d'une organisation communiste révolutionnaire ouverte, non? Qu'ils peuvent adhérer. Et dans les États-Unis, ils ont une croissance incroyable. Je sais, en Canada, le même phénomène, plus ou moins, et Canada, on peut continuer à dire que ce n'est pas exactement le centre de la lutte de classe mondiale. Il y a des luttes importantes, mais c'est un des pays entre les plus développés, un des pays les plus riches, mais avec ses contradictions de classe, comme tous les pays, avec la polarisation de la richesse, non? Croissant pauvreté d'un côté et concentration du capital dans les mains des riches. Il y a des contradictions, mais ce n'est pas seulement ce qui passe en Canada ou aux États-Unis, c'est la crise mondiale du capitalisme. Et c'est une crise pas seulement de questions de salaire ou de travail, mais c'est le changement du climat, les guerres, un monde instable qui ne promettent un avenir à la jeunesse. Et ça a radicalisé une couche importante qui se considère communiste. C'est incroyable, parler de ces gens, tout approche à ces gens. Ok, clairement, je suis communiste. Il y a cette couche de jeunes qui veulent une politique révolutionnaire et l'organisation, ce n'est pas seulement États-Unis et Canada, en Brésil, croissance importante de l'organisation, en pays comme le Danemark, ils ont plus que doublé dans un an l'organisation. Les Suisses, ils sont plus de 300 membres. Oui, la Suisse, le pays en Europe considéré le centre du capitalisme financier, les banques, etc. Et dans la Suisse, il y a une radicalisation de la jeunesse. En France, il y a une croissance importante de l'organisation. En Suède, etc. Dans tout le monde, à seconde de la situation du pays, à seconde de la force que nous avons, mais c'est un phénomène qui a touché pratiquement toutes les sections de la TMI dans le dernier an. Et nous avons, se dit en français, tiré les conclusions de cette situation. Nous avons dit, nous devons nous présenter clairement à cette jeunesse révolutionnaire
Et l'international, dans son ensemble, a eu une croissance importante. C'est une croissance la plus rapide que nous avons vue, je pense, de plusieurs dizaines d'ans. C'est presque quoi, 2000, peut-être 1000 ou 2000 recrues là, dans la dernière année, quelque chose comme ça? Dans l'international, Oui, oui, je pense plus de 2000. ouais. Nous sommes arrivés, plus ou moins, à 6500 500. oui, 500 militants. Ouais. Que je me rappelle, j'ai étudié les chiffres de la 4e de Trotsky dans les années 30. Ils avaient plus ou moins 5000 militants. C'est comment dire, nous avons reconstruit la force que Trotsky avait à l'époque. Il existe plusieurs groupes à l'extrême gauche à l'échelle internationale et j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment qui peut-être se magasinent une organisation, un parti révolutionnaire à rejoindre. Pourquoi je rejoins nous? Pourquoi rejoindre l'Internationale communiste révolutionnaire? Qu'est-ce qui nous distingue des autres tendances à l'extrême gauche qui existent? Bien, je dirais que avant tout, c'est la dédication à la théorie. Comment dire, disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Et si nous n'avons pas des cadres marxistes formés, on ne peut pas construire une vraie organisation révolutionnaire. Parce que si tu n'as pas le niveau politique pour comprendre la réalité, il y a des moments où les mouvements peuvent créer des pressions sur une organisation révolutionnaire. Et c'est la différence entre maintenir les idées révolutionnaires ou céder à la pression du réformisme, etc. L'histoire de la Russie, l'exemple de février. Après février, les dirigeants internes du parti bolchevique, Staline même, il avait commencé à céder à la pression du menchevisme, à céder à l'idée que nous devons donner un certain appui au gouvernement provisoire, etc. C'était Lénine qui a corrigé les erreurs. Et pourquoi Lénine? Lénine était un homme qui avait avait fait une grande étude théorique. Le même Lénine qui en 14 est dans la bibliothèque a étudié Hegel, la dialectique d'Hegel, etc. Et on peut dire, pendant une guerre, un dirigeant communiste se met à étudier ces idées de théorie de la philosophie. C'était Lénine qui a corrigé les erreurs du parti après février. Quand il est retourné, il a publié les thèses d'avril, etc. Et il a réorienté le parti dans la correcte direction. Parce que quand il y a des grands mouvements, initialement, au début, la conscience, ce n'est pas immédiatement pour la révolution. Les idées du réformisme peuvent retourner à dominer le mouvement. Et dans cette situation, il y a le danger de céder à la pression. Sans théorie, ce n'est pas possible de construire une vraie organisation révolutionnaire. J'ai connu plusieurs organisations qui s'appellent révolutionnaires, marxistes, etc., qui dédiquent peu de temps à la théorie. Ils pensent que c'est pour les théoriciens, c'est une question académique, etc. Ce n'est pas vrai. C'est absolument nécessaire, la théorie révolutionnaire, la théorie de Marx, d'Engels, de Lénine, Trotsky. Mais autre chose, c'est éviter le sectarisme. Le sectarisme, c'est un phénomène qui peut détruire une organisation révolutionnaire. Éviter le sectarisme, ça signifie savoir parler avec la classe ouvrière,
savoir parler avec les jeunes et les ouvriers, avec un langage qu'ils peuvent comprendre, et pas développer une politique ultra-gauchiste. La lutte de Lénine dans les congrès de l'international, c'était une de ses grandes luttes, c'était contre le gauchisme, l'ultra-gauchisme. Il a écrit un livre, La maladie infantile du communisme. Il a écrit avec l'objectif d'éduquer les cadres de l'international communiste qui souffraient d'un sectarisme, d'un ultra-gauchisme. Il y a plusieurs exemples. Les dirigeants du parti italien, par exemple, Bordiga, il était un ultra-gauchiste. Et il n'acceptait pas, par exemple, la politique du front unique. Quand nous étions une tendance, nous avons fait, à seconde des conditions de chaque pays, un travail de courant marxiste dans le mouvement, avec les mêmes idées, cherchant de gagner les meilleurs ouvriers et jeunes au marxisme. Mais il y a des moments, comme le moment actuel, que c'est nécessaire de travailler ouvertement. Mais quand on fait un travail dans les courants comme Québec solidaire, Colbin, etc., il y a un danger en particulier. C'est le danger de s'adapter de manière opportuniste, de ne travailler ouvertement avec le marxisme. Ce n'est pas un problème que nous avons eu quand nous étions en tendance marxiste internationale, mais le danger existe. Et pour éviter cela, la théorie, c'est nécessaire. En même temps, un travail ouvert, comme communiste révolutionnaire, peut comporter le danger d'un ultra-gauchisme et abandonner les idées de Lénine, par exemple la politique du front unique, parce qu'on peut faire un travail dans les courants de gauche de masse, à l'intérieur, mais on peut faire un travail vers ces courants de l'extérieur avec la politique du front unique, que c'est la politique que Lénine voulait. Et c'est nécessaire. Par exemple, dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, ce n'est pas possible d'imaginer seulement les communistes révolutionnaires organisent la solidarité. C'est absurde. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent lutter pour défendre la cause de la Palestine. Et c'est le devoir des communistes révolutionnaires chercher tous les éléments, toutes les tendances, tous les courants, toutes les organisations qui veulent honnêtement travailler pour défendre la cause des Palestiniens. Et là, c'est important la politique du front unique, parce que c'est utile pour le mouvement, cette politique. En même temps, nous disons ouvertement et clairement que nous pensons que, à final de toutes les discussions, la lutte pour défendre la Palestine, c'est la lutte contre la classe bourgeoise de chaque pays, particulièrement dans les pays impérialistes, comme Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Canada, États-Unis. La lutte, c'est contre la classe dominante de chaque pays. Et c'est la lutte de classe, et c'est une lutte révolutionnaire. Si l'impérialisme continue à exister, le problème palestinien ne va trouver une solution. Parce que nous avons vu, l'impérialisme américain a appuyé l'État sioniste avec les armes, avec les financements, etc. L'impérialisme américain a un intérêt à appuyer l'État d'Israël. Et nous avons vu les conséquences. 70 ans et de plus d'oppression des Palestiniens et la pire situation de toute l'histoire des Palestiniens aujourd'hui. Nous sommes disponibles à travailler avec tous les courants, mais dans le mouvement de solidarité, nous allons expliquer les idées du marxisme révolutionnaire et la nécessité de s'organiser comme communistes révolutionnaires dans ce mouvement. S'il y a des courants qui ne sont pas d'accord avec nous, pas de problème. Nous allons continuer à travailler pour appuyer la cause des Palestiniens et patientement,
nous allons expliquer la nécessité d'une politique révolutionnaire. Les éléments qui sont d'accord, ils vont entrer, s'affilier au Parti communiste révolutionnaire. Les autres, nous allons continuer à expliquer patientement, comme disait Lénine. Ça, c'est l'attitude de notre organisation. Éviter le sectarisme parce que c'est complètement, inutile et c'est négatif pour le mouvement. Nous allons continuer à expliquer patiemment dans le mouvement les idées révolutionnaires, faire une politique de front unique avec les autres organisations où c'est possible, mais sans cacher les idées du marxisme, sans cacher les idées révolutionnaires. Et les meilleurs éléments, les plus avancés, ils vont s'approcher aux communistes révolutionnaires. Les autres, nous allons continuer à expliquer patiemment notre politique. Donc, sur ce qui nous distingue des autres organisations, tu as mentionné, Fred, la question de l'importance des idées, de la théorie. Puis je pense qu'on peut être très fier d'avoir ce magazine, Défense du marxisme, ou en anglais In Defense of Marxism, c'est le magazine théorique de l'Internationale, publié dans plusieurs langues. Ça a été traduit dans plusieurs langues, 4 fois par année. Dans cette édition-là qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, on parle de la révolution africaine. Il y a des articles sur la révolution éthiopienne d'il y a 50 ans, les damnés de la terre de Frantz Fanon, l'impérialisme français au Cameroun, ainsi que plusieurs autres articles. Fait que je vous invite à vous procurer Défense du marxisme sur votre site web. C'est vraiment un outil inestimable. Puis je pense que c'est aussi un des apports importants de notre international de produire en fait ce genre de matériel. Oui, l'importance de la théorie pour nous signifie produire du bon matériel théorique. Hein? Le magazine Défense du marxisme a un objectif. Chaque édition de nous concentrer sur une question particulière pour aider à éduquer les camarades de l'organisation et la périphérie de l'organisation qui cherche le marxisme. Nous avons des éditions sur l'État, sur la question de la femme. Cette édition, c'est sur la révolution africaine, etc. Et nous allons publier des autres. Par exemple, il y a une édition qui va être sur la question de l'international communiste, etc. Mais pas seulement le magazine, il y a les livres. Nous avons une, comment se dit, publishing house, une maison d'édition. Maison d'édition qui a publié plusieurs livres. Il y a deux aspects. La republication des textes marxistes classiques, les livres de Marx, en particulier de Lénine, de Trotsky. Il y a des éditions, des livres classiques qui ne sont disponibles aujourd'hui. Nous avons commencé à rétablir la publication de ces textes et en même temps des textes que nous avons publiés. Par exemple, l'histoire de la philosophie d'Alan Woods, le bolchevisme, c'était l'histoire du parti bolchevique. Et le dernier livre, c'est de 2 volumes en défense de Lénine, de Rob Sewell et Alan Woods, que ce n'est pas seulement une histoire de la vie de Lénine, c'est le travail de Lénine, le travail révolutionnaire de Lénine, théorique et organisationnel. Comment il a construit le parti bolchevique, des moments de grand succès, des moments très difficiles. 1905, la révolution et la réaction après, la renaissance du mouvement, la Première Guerre mondiale, la question nationale, etc. Le travail de Lénine pour construire l'international. Et c'est un livre que je pense que tous les communistes révolutionnaires devraient étudier parce qu'il est plein de leçons sur comment construire aujourd'hui une organisation communiste révolutionnaire.
Notre centre international fait du gros travail, beaucoup d'énergie qui aide toutes les sections. Particulièrement, nous, au Canada, on est vraiment choyés d'avoir le soutien de notre centre international, d'avoir le soutien de notre international. En Fred te parler des livres, le magazine Défense du marxisme. Mais le centre international s'occupe aussi de coordonner le travail des sections, d'aider au développement de sections et de nouveaux groupes embryonnaires dans différentes sections nationales. Le Centre international, c'est aussi lui qui organise notre congrès mondial qui va être là, qui va commencer le 10 juin. Donc, c'est un énorme travail que fait l'international. Et peut-être, Fred, peut-être que tu pourrais nous parler un peu plus de comment fonctionne l'international. Hein, parce on est un parti mondial de type léniniste, de type bolchevique. On n'est pas juste un réseau lousse d'organisations. On n'est pas juste une fédération de partis complètement indépendants. Alors, comment fonctionne en fait l'international? Mais il y a différents aspects du travail. Il y a, par exemple, chaque jour, nous publions des articles sur la page, le site web In Defense of Marxism. Et par exemple, nous avons publié beaucoup d'articles sur la question de la Palestine. Ce n'est pas journalisme d'information, c'est partiellement cela d'un point de vue marxiste. Mais c'est pour aider les camarades, les aider à orienter dans la situation une analyse marxiste du moment sur la situation en Palestine, par exemple. Mais pas seulement là, la question de l'économie mondiale, la situation en Chine, la situation en Russie, la guerre en Ukraine, non? Il y a un travail de publication d'articles, de textes qui sont pour aider à développer les cadres de l'organisation. Mais il y a en même temps un travail d'élaboration politique des idées de l'organisation, que nous basons sur les idées de Marx, Engels, Lénine, Trotsky, la tradition de Ted Grant et les idées que nous avons développées après la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est une organisation de combat qui intervient dans le mouvement, dans tous les pays, et nous avons une vision internationale de la situation. On ne peut pas comprendre ce qui passe dans chaque pays d'une manière isolée. On ne peut pas comprendre la situation en Canada sans considérer, par exemple, les événements dans les États-Unis. Et à niveau mondial, on ne peut pas comprendre la situation de pays comme l'Italie, avec toutes les difficultés que ce pays rencontre, sans se rendre compte de l'impact de la crise mondiale du capitalisme sur l'Italie. La même Chine, que c'est un grand pays, souffre les conséquences des contradictions entre les pays impérialistes, le marché mondial. On doit analyser tout cela et comprendre où va le capitalisme aujourd'hui. Ça, c'est un travail que les marxistes révolutionnaires doivent faire, mais nous le faisons centralement, avec une direction de l'international, mais en même temps collectivement avec toutes les sections. Et par exemple, quand il y a un congrès mondial, il y a des délégués de toutes les sections élus qui vont participer à une conférence, un congrès mondial, qui vont discuter des documents élaborés centralement, mais qui peuvent être changés. Et on peut ajouter des phrases, des paragraphes. Et s'il veut, on peut présenter des documents alternatifs si on n'est pas d'accord. Dans le processus du congrès, il y a des mois de discussion, de débat, élections dans chaque section, des amendements de documents qui vont au congrès mondial. L'international réuni dans une conférence mondiale de tous les délégués, discute toutes les contributions de toutes les sections, et pendant le débat, on décide si on est d'accord avec certains éléments, les camarades canadiens ou les camarades italiens, etc., qui peuvent contribuer. Et à la fin du débat, on vote. On vote accepter ou non, ou pas accepter ces amendements. Et à la fin, on vote le document final qui devient l'analyse
générale commune de toutes les sections de la même internationale. Et l'analyse qu'on développe collectivement comme organisation devient la position sur laquelle nous basons tout le travail politique dans tous les pays. Ça, c'est un rôle important du Centre international. Et en même temps, aider les sections. On peut avoir une question politique, une nouvelle question, ou un problème organisatif. L'avantage de l'international, c'est que problèmes similaires, on les rencontre dans plusieurs pays. On a trouvé solution à des problèmes, par exemple, en Italie, qui peut être utile à les camarades de la France ou de l'Angleterre. Ou il y a une expérience de la section britannique, un type de travail qui a donné des bons résultats qu'on pense qu'on peut appliquer à d'autres pays. Et les sections peuvent apprendre de l'expérience des autres. Et ensemble, nous développons idées et méthodes de travail les plus efficaces possibles pour construire une organisation communiste révolutionnaire internationale. Ça, c'est le rôle du Centre international. Discussion avec les camarades, change, etc., etc. Et la traduction des articles, la publication, par exemple, de le magasin Défense du marxisme, oui. Mais il est traduit immédiatement en espagnol, et la version espagnole América Socialista. Et maintenant, il y a le français, il y a le suède, il y a l'allemand, etc., qui se développe. Il y a la traduction en ourdou en Pakistan, par exemple du magazine, qui vient utiliser dans chaque langue pour aider à développer l'organisation. J'aurais une dernière question pour toi, Fred. Essayons de nous projeter dans les prochaines années, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Comment est-ce qu'on peut devenir une internationale communiste révolutionnaire de masse qui va être capable de diriger la révolution mondiale? Bien, c'est une bonne question. Première chose, les forces de masse de l'international communiste, comment se dit, obligatoirement, elles sont le produit d'un processus objectif dans la réalité, le résultat d'un processus de lutte de classe intense, des luttes révolutionnaires de masse, où la crise du capitalisme arrive à un tel point que la situation devient intolérable pour les masses, et elles sont obligées à prendre la roue de la lutte révolutionnaire. Nous, comme révolutionnaires marxistes, nous savons que la révolution ne va pas attendre les communistes. Quand la classe a besoin de lutter, elle va lutter. Nous avons vu beaucoup de luttes révolutionnaires qui, tragiquement, ont perdu la bataille pour changer le monde parce qu'il n'y avait pas une direction révolutionnaire. On doit préparer les forces avant les grands événements. Comme le travail de Lénine, 20 ans avant la Révolution, il a organisé les cadres communistes révolutionnaires. L'objectif immédiat, c'est de passer si on a 100 camarades, comment arriver à les 200? Comment arriver aux 1000 camarades? Si on a 1000 camarades, l'objectif, c'est arriver à 5000. 5000 à 10 000. Ça, c'est possible avec un travail patient et systématique dans chaque pays. Former les cadres qui vont être la structure autour de laquelle une force de masse se peut construire. Mais les forces de masse ne sont pas les communistes qui le vont créer. Nous ne pouvons pas créer la situation objective. La situation objective, c'est la situation que nous avons devant. Mais elle va changer. L'avantage d'être des communistes révolutionnaires avec une
la dialectique qui te permet de comprendre comment les choses peuvent changer, nous permettent de voir un avenir dans lequel une organisation de 10 000 peut devenir une organisation de 100 000 rapidement pendant une situation de grande lutte de classe. Et une organisation de 100 000 peut devenir une organisation d'1 million. Mais ils sont les conditions objectives qui vont donner cette possibilité. Mais avant de ces événements, on doit construire les cadres. Si on n'a pas fait le travail patient de construction des cadres, quand les événements révolutionnaires vont arriver, on ne va pas avoir les forces pour se transformer dans organisation de masse. Ce sont deux éléments. C'est le long travail dans une longue période, longtemps, de travail de construction de cadres, de formation, d'éducation, et de construction numérique. C'est nécessaire, la croissance, clairement. Mais pas penser que ça va être une graduelle augmentation, non? 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 10 plus 1. Et nous allons arriver en force de main. Non. Nous allons arriver à un point où nous sommes un facteur dans la situation. Un facteur connu, minoritaire, inévitablement, mais que les jeunes et les ouvriers plus combatifs, plus avancés, plus radicalisés, peuvent voir. C'est là. Ça, c'est la politique des communistes révolutionnaires. Non? Si nous allons arriver à une situation de ce type, ça signifie que quand les événements se vont développer, sa masse de jeunes qui se vont radicaliser vont savoir le parti qui est le parti pour eux, que c'est le Parti communiste révolutionnaire. Et en même temps, éviter, comme j'ai dit avant, le sectarisme. Ce n'est pas automatique qu'avec un parti communiste révolutionnaire, tout va passer de 10 000 à 100 000, 100 000, millions, révolution. Non. L'histoire nous a donné beaucoup d'exemples où il y avait les révolutionnaires, les bolcheviks, ils étaient la courant révolutionnaire dans le mouvement. Mais quand la révolution a commencé en février, c'était les mencheviks et les socio-révolutionnaires qui avaient la majorité dans la classe ouvrière. Les bolcheviks étaient une minorité. Et dans cette situation, comment transformer une minorité de révolutionnaires dans une majorité, ça signifie éviter le sectarisme, savoir appliquer la politique de front unique et en même temps maintenir la théorie révolutionnaire. Si nous pouvons construire une organisation bien éduquée et formée dans les idées du marxisme et nous évitons les erreurs du sectarisme, dans l'avenir, nous pouvons connecter cette force révolutionnaire avec une classe ouvrière qui commence à se rendre compte, à prendre conscience de la nécessité d'une rupture révolutionnaire avec le capitalisme. Les deux choses sont nécessaires. Ça, c'est la manière dans laquelle je pense que un vrai parti communiste révolutionnaire peut émerger à l'avenir. Est-ce qu'il y aurait des dernières remarques que tu aimerais faire, d'un dernier message à envoyer aux camarades qui nous écoutent? Je dirais que c'est ce que j'ai discuté ici. Ce n'est pas le dernier mot. Il y a beaucoup de choses qu'on doit lire pour s'éduquer. Mais si vous pensez que les idées que nous avons expliquées, le projet que nous avons, le travail que nous faisons pour construire un vrai parti communiste révolutionnaire et un international communiste révolutionnaire, si vous pensez que ça, vaut la peine de se dédiquer à ce travail, je vous inviterai à vous affilier au Parti communiste révolutionnaire et commencer un travail d'éducation de eux-mêmes
et de participer et d'aider à développer le travail que c'est nécessaire pour construire ce parti. Et je pense que c'est un bon moment pour s'unir aux communistes révolutionnaires. Merci beaucoup, Fred. Et pour terminer, quelques annonces. On a encore notre appel financier qui continue. Donc, on cherche à recueillir encore 50 000 $ pour l'international, pour aider le Centre international à mieux nous aider, en fait. Donc, on continue cet appel jusqu'au 10 au 15 juin, où ça va être notre congrès mondial. Tout le monde peut s'inscrire, ça va être en Italie, mais il va y avoir des visionnements et on va en faire un peu partout, notamment à Montréal, en personne. Donc, vous pouvez vous inscrire et vous allez pouvoir vous procurer aussi le manifeste de l'Internationale communiste révolutionnaire qui est déjà disponible sur notre site web. On peut vous envoyer le livret, il est disponible aussi sur le site web gratuitement. Allez lire ça, ce manifeste qui va plus en profondeur sur ce que Fred a expliqué. Et au prochain épisode, on va parler un peu plus en profondeur de l'histoire des internationales. Ah oui, aussi, avant que j'oublie, le congrès mondial, ce ne sera pas seulement le moment d'entériner la fondation de la nouvelle internationale, mais ça va être aussi un moment d'éducation important. Il va y avoir l'école du communisme qui va durer plusieurs jours. Il va y avoir 21 présentations et discussions sur la philosophie, l'histoire, l'économie, la révolution russe, les oppressions, l'État, différentes tactiques pour les communistes ainsi que la guerre et l'impérialisme. Donc, vous pouvez prendre le lien en description pour vous inscrire. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se voit à très bientôt, camarades. Merci encore une fois, Fred. Merci à vous. Chaque ville, dans toutes les industries, de Montréal à Toronto, vers le Colombie, notre chant